En septembre 2016, les présidents Xi Jinping et François Hollande se sont rencontrés lors de la réunion des dirigeants du G20 à Hangzhou afin de donner un nouvel essor à la relation bilatérale. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer la communication et les efforts conjoints pour promouvoir le développement sain et stable des relations sino-françaises et approfondir le partenariat global stratégique entre les deux pays. Au mois d'octobre, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, s'est entretenu à Beijing avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Wang Yi a mis en exergue la qualité de la relation bilatérale. Selon lui, les échanges de haut niveau entre les deux pays sont de plus en plus fréquents et la confiance politique mutuelle ne cesse de s'approfondir. Il a également salué les excellentes concertations et coordinations entre les deux parties sur les grands dossiers internationaux et régionaux. Jean-Marc Ayrault a quant à lui rappelé que la France, tout comme la Chine, allait connaître de grands rendez-vous de politique intérieure en 2017, autant d'occasions pour les deux pays de renforcer la communication stratégique et de préserver la continuité des relations politiques. Lors du colloque consacré au sujet Les relations Chine-France et Chine-Europe à l'horizon 2020, qui se tenait le 1er décembre à Beijing, l'ancien conseiller d'État Dai Bingguo a déclaré « Le monde est en train d'expérimenter les changements les plus fondamentaux, les plus rapides et complexes que l'histoire ait jamais connus. Ces changements constituent une opportunité inédite pour le développement des relations de la Chine avec la France, mais aussi l'Europe. Nous sommes tous pleins d'espoir et d'attente pour le futur des relations sino-françaises. » Bonjour, aujourd'hui sur notre plateau, nous avons deux invités. Monsieur Zheng Ruolin, vous êtes ancien correspondant du quotidien Wenhui, un grand quotidien chinois. En France, vous avez vécu et travaillé en France pendant plus de 20 ans. Vous êtes l'auteur du livre Les Chinois sont les hommes comme les autres chez l'édition de Noël. Et maintenant, vous êtes chercheur aux instituts d'études sur la Chine à l'université de Fudan. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et Monsieur Richard Ax, vous êtes correspondant en Chine du Paris Match et du Parisien et vous avez commencé à travailler sur la Chine après son ouverture. Oui. On a remarqué que dans le discours du président français François Hollande après l'élection de Donald Trump, le nouveau président américain, il a affirmé que cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Alors, comment analysez-vous la relation internationale aujourd'hui où se situe la relation sino-française? Je pense que le mot incertitude est assez bien choisi. On ne sait pas très bien. De partout dans le monde, on se pose des questions sur ce que sera la présidence Trump. Il ne fonctionne pas dans les habitudes et dans les chemins de ses prédécesseurs. Il veut tout changer. Et je crois que ce qui est fondamental chez Trump, c'est qu'il veut rétablir une certaine idée de la puissance américaine qui existait il y a 20 ou 30 ans. C'est ça qui le guide, mais enfin, l'actualité est quand même très lourde en ce moment. Si vous regardez ce qui se passe en Syrie, on voit bien que les Américains hésitent à trop se mêler de cette affaire depuis que le président Bush était intervenu au Moyen-Orient, et ça a été assez compliqué après, en Afghanistan encore plus. Si vous prenez le Proche-Orient, Israël, Palestine, on voit bien que, d'après ce que dit Trump, il veut intervenir, il veut régler les questions là-bas. C'est pas très évident. Celui qui l'a nommé ambassadeur dit qu'il veut être en poste à Jérusalem et pas à Tel Aviv. Rien que ça va faire des éclats considérables. Et puis ensuite, si on prend l'Extrême-Orient, la mer de Chine, là aussi, c'est pas évident. Les Américains sont très présents, avec quelques difficultés avec certains de leurs alliés traditionnels, en particulier les Philippines. Donc c'est un contexte assez mouvant, qui bouge beaucoup, et on se demande en fait ce que Trump va pouvoir faire pour affirmer
une présence américaine renouvelée. D'un point de vue de la Chine, Oui, comment analysez-vous la situation? Je crois que Richard a bien raison. Ce mot, l'incertitude, c'est vraiment très bien choisi parce que, on ne sait pas de qui il s'agit parce que Donald Trump, c'est la première fois aux États-Unis pour une super puissance. Ils ont élu un leader qui n'a aucune expérience politique et surtout pas de politique internationale. Ça prouve, les premières actions qu'il a fait, ça montre déjà qu'il fait un peu n'importe quoi. Par exemple, il reçoit le premier ministre japonais avec sa fille et son gendre. Ça, c'est jamais vu. Il se prend pour un roi. Et puis, il a fait beaucoup de déclarations sur ses alliés, sur ses adversaires ou sur la Russie, par exemple. Alors, il donne une impression, surtout en Chine, qu'à la fois, il veut sanctionner la Chine parce qu'il pense que la Chine est un pays qui manipule le taux de change de devises, mais en même temps, il veut nouer une relation plus, intime avec Vladimir Poutine, avec la Russie, parce qu'il pensait que la Russie devait être un allié contre les islamistes. Il donne un peu le discours sur tous les problèmes, mais il n'a pas montré, une ligne claire. Je pense que cette incertitude est un très bon mot pour tout le monde. Nous, les Chinois, au début, on pensait que Trump est le synonyme de l'isolationnisme, que les États-Unis vont replier sur eux, etc. Mais finalement, on pensait que lui, apparemment, il est en train de préparer un conflit commercial, même militaire, avec la Chine. On est un peu inquiet, il faut avouer, c'est que on ne sait pas ce qu'il va faire une fois pris le serment. On va attendre, bien sûr, mais seule chose est sûre, c'est que Trump devait connaître qui est en face de lui. Ce n'est plus une Chine de 1840, c'est une Chine du 21e siècle. Mais ça, on va reparler un peu plus tard, je pense. En fait, dans quel degré vous avez mentionné beaucoup qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de Trump? Dans quelle mesure les intentions de Donald Trump vont affecter la France par exemple, il a clairement affiché son hostilité envers la globalisation et le libre-échange. Alors, on voit aussi maintenant en France, en Europe, il y a aussi une montée de populisme, de fermer la frontière. Pensez-vous que, par exemple, sur ce point de vue, la relation commerciale entre la Chine et la France vont être affectées? C'est-à-dire, si les États-Unis, comme le dit Trump, développent une forme de protectionnisme, forcément, ça aura des effets sur le libre-échange dans le monde entre l'Amérique, l'Europe. Et là, si ça se développe vraiment, ça peut aussi faciliter d'autres types de relations économiques et commerciales entre l'Europe et par exemple la Chine. Il faut d'ailleurs ajouter, c'est assez important je crois, dans la période actuelle, les effets que vont avoir le Brexit. On voit bien que l'Angleterre, après le vote qu'il y a eu en juin, est en train de sortir en partie de l'Europe sur le plan économique. Et ça peut amener des relations renouvelées entre la Chine et ce qui restera en Europe, et les pays les plus forts, c'est l'Allemagne et la France. Là, il peut y avoir quelque chose d'assez nouveau qui peut se renforcer, des liens économiques plus importants entre la France, l'Allemagne et d'autres pays d'Europe et la Chine. Ça, ce serait, si donc le protectionnisme américain se développe,
et qu'il fait moins attention à cette partie du monde. Voilà, évidemment, il ne faut pas que la Chine en profite pour être plus expansionniste dans les pays d'Europe. Il y a un équilibre à trouver, de même qu'il faut que les pays d'Europe puissent commercer plus facilement en Chine même, être présents pour leurs entreprises plus facilement en Chine même. Mais c'est une différence d'attitude qui est en train peut-être de se mettre en place entre l'Europe et la Chine si du côté de Trump il y a une fermeture. Donc ça veut dire que vous pensez que l'attitude de Donald Trump, cette attitude de déglobalisation, ça ne va pas affecter l'opinion publique en Europe? Ça peut l'affecter un peu, on sera impressionné par ce qu'il va faire, mais je veux dire sur un plan économique, ça signifie plutôt un repliement sur soi, sur les États-Unis. Hein, donc du coup, les autres pays vont pouvoir d'autant plus travailler ensemble. Maintenant, l'influence de Trump, elle sera, à mon avis, importante, bien sûr. Donc, pensez-vous que, du point de vue de la Chine, est-ce que la Chine a une inquiétude qu'il y aura des influences de l'élection de Trump, de son attitude sur la relation commerciale entre la Chine et la France ou avec l'Europe en général? Non, ça va. Je pense que Richard a tout à fait raison. Si les États-Unis se replient sur elles-mêmes, moi, je pense que c'est une opportunité pour le renforcement des relations effectivement. Entre l'Europe et la Chine. Il ne faut pas oublier que maintenant, l'Europe, au moins officiellement, le gouvernement de Hollande a déclaré qu'il est contre le protectionnisme, pour le libre-échange, ainsi que la Chine. Alors maintenant, si l'Europe et la Chine deviennent deux pôles qui protègent la mondialisation, qui continuent la politique de libre-échange, je pense que forcément ça va renforcer nos liens économiques. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est le moment peut-être pour l'Europe de lever certaines barrières, ainsi que la Chine aussi. Oui, c'est ça, c'est une réciprocité, voilà, réciprocité à mettre à jour. Voilà. Du côté chinois, peut-être il faut ouvrir un peu plus son marché intérieur, tandis qu'en Europe, il faut par exemple lever l'embargo des armes contre la Chine, il faut reconnaître que le statut de l'économie de marché de la Chine, etc. De côté, je crois, si on a la volonté, on peut avancer l'un vers l'autre. Les coopérations sur le changement climatique, le COP21, a été s'avérer comme un succès. Mais maintenant, Trump a dit que le changement climatique est un processus naturel. Et pensez-vous que la Chine et la France ont un rôle à jouer de faire avancer davantage ce dossier? C'est-à-dire que si les Américains, par hypothèse, se retiraient, disaient non, on n'y croit pas, à tout ce qui a été dit à la COP21, je pense que la Chine continuera, elle, sur la ligne qu'elle a définie à la COP21, c'est-à-dire, il faut améliorer les affaires de climat, et donc à ce moment-là, elle aura un rôle de leader sans que les États-Unis le soient aussi. Et à ce moment-là, il y aura une relation avec l'Europe, et en particulier avec la France, qui là-dessus a été très, très claire. Ça peut être assez intéressant de voir que ces deux pays, enfin la France et la Chine, respectent et veulent progresser dans la lutte pour le climat. Je pense que si, par hypothèse, parce que je crois qu'il réfléchit un petit peu quand même, Trump, sur tout ce qu'il a dit, si par hypothèse les États-Unis se montraient climato-sceptiques. Mais il a nommé un ministre qui est climato-sceptique. Oui, c'est ça. Donc ça peut vouloir dire qu'ils seront beaucoup moins déterminés à avancer dans ce domaine. Et alors à ce moment-là, bien sûr, la Chine deviendra une espèce de modèle et il y aura une entente forcément sur les questions de changement climatique avec la France, sur même sans doute des alliances dans certains domaines. Il existe déjà des alliances dans le nucléaire, par exemple, entre la France et la Chine. Ça ne pourrait que se développer
notamment sur les déchets nucléaires. Il y a des tas de projets actuellement. Enfin, c'est assez important que je pense que la Chine ne se déjuge pas. On l'a vu d'ailleurs au sommet de Marrakech. Elle a dit non, on continue sur notre lancée. Tout ça, c'est en devenir, mais important justement de voir si la Chine continue ce qu'elle a dit. Je fais deux remarques. Premièrement, c'est que cela montre que Donald Trump ne connaît vraiment pas des grands dossiers internationaux. C'est lui qui a dit que le réchauffement climatique, c'est un complot chinois. C'est les Chinois qui ont inventé cette histoire pour vendre ses produits, etc. etc. Il est peut-être sous l'influence de certains groupes américains qui sont furieux de cette C'est l'absurdité de cette affirmation, c'est vraiment flagrant, hein, c'est incroyable, je peux dire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les États-Unis, par exemple, lors des accords de Kyoto, les États-Unis étaient absents aussi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est obligé de revenir petit à petit. Je crois que si les États-Unis se retirent de cet accord, comme Richard avait dit, ça va renforcer le rôle de la Chine. La Chine va continuer parce que ce n'est pas une politique pour plaire aux Américains ou plaire aux Français. C'est une politique décidée par le gouvernement chinois parce que c'est bon pour l'humanité tout entière. Voilà. Et le retrait des États-Unis va montrer une seule chose, c'est que le rôle de la Chine sera plus important. Ah oui, il faudrait mieux qu'il se retire alors. En fait, je doute qu'il puisse le faire parce qu'il y a une opinion publique, même aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que celui qui a obtenu le prix Nobel de la paix, un ancien vice-président américain, un certain ancien, il s'appelle Gaulle, c'est lui qui a fait le fameux film dont le titre était... c'est Gaulle qui a fait le film sur le climat. Voilà. L'opinion publique américaine ne permettra pas que les États-Unis reculent sur ce dossier, à mon avis. Et maintenant, il y a, j'ai vu dans certaines presses françaises, il y a une sorte d'inquiétude, c'est-à-dire qu'avec le désengagement affiché de Donald Trump, est-ce que la Chine va prendre plus de pouvoir? Et il y a une inquiétude sur est-ce que la menace de la Chine monte de nouveau? Je ne pense pas qu'on puisse dire que la menace chinoise monte dans la mesure où les États-Unis se désengageraient de la scène internationale. Parce ils ne désengagent pas, hein, ils ne désengagent pas. Oui, parce qu'avant, il y a une certaine période très courte après l'élection présidentielle qu'il y a certains médias qui posent cette question, qui revenaient sur est-ce que la Chine va saisir cette opportunité ou en profiter pour étendre son influence. Je ne le sens pas. Je crois que la Chine, elle est à son rythme. Elle est plus présente, c'est sûr, dans les pays d'Europe, par exemple. Peut-être qu'il y a des maladresses, peut-être que ça peut effrayer notamment certains médias, mais je ne crois pas qu'on puisse lier les deux. Quel état de lieu faites-vous de la relation sino-française à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, moi, je crois que les relations sont globalement très bonnes, il faut le dire. Surtout sur les deux gouvernements. Apparemment, la volonté de nouer un dialogue plus étroit, la coopération plus profonde, etc., ça prouvait. Hein, les 5 ans de premier quinquennat de François Hollande, je crois que les relations se sont développées d'une façon assez impressionnante. Mais il faut le dire aussi, c'est que dans l'opinion publique de la Chine comme de la France, c'est une autre histoire. En France, par exemple, il y a toujours une opinion pro-russe. Il y a toujours certains médias ou politiques ou intellectuels qui disent qu'il faut que la France se rapproche de la Russie, etc., etc. Concernant la Chine, j'ai l'impression que
les médias français sont relativement un peu plus hostiles. Du côté chinois, c'est à peu près la même chose. On commence à douter que les relations entre la Chine et la France revient aux années, par exemple, des époques de Chirac, où la tour Eiffel était montée rouge, à la couleur de la fête du printemps chinois. Et c'était pour l'année de la Chine en France. Voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que depuis 2008, entre deux peuples, la compréhension mutuelle n'a pas avancé, comme les relations économiques et politiques entre les deux gouvernements. Je ne sais pas quel est. Je pense que oui, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que il y a eu un quinquennat, celui de Sarkozy, qui a été un peu compliqué dans la relation. Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas, ça finit plutôt haut. Et puis, Hollande a été élu. Et finalement, en termes politiques, ça s'est très bien passé. Oui, je pense à la surprise de Hollande d'ailleurs. Il s'attendait à ce que ce soit compliqué. Et au contraire, et à tout point de vue, même sur le plan économique, il y a eu des avancées importantes et intéressantes. La Chine et la France ont même coopéré pour exporter une centrale nucléaire en Angleterre. Oui, c'est un très très bon exemple. Tout à fait. L'opinion publique, c'est plus compliqué. Et la France, l'opinion française sent une espèce de déclin de l'économie qui inquiète pas mal, alors qu'on a l'impression, en revanche, c'est les Chinois qui piquent le travail des Français. Sans aller jusque-là, en tout cas, la Chine, ça marche, ça fonctionne. Et ça effraie un petit peu parce qu'effectivement on a peur qu'ils prennent notre travail. Est-ce qu'il y a de l'hostilité? Je crois que c'est beaucoup dire, mais de l'inquiétude sans doute. Mais c'est une inquiétude beaucoup plus générale qui ne fonctionne pas qu'à l'égard de la Chine. Actuellement, la France est un pays qui voit l'avenir avec appréhension. C'est pour ça que l'élection présidentielle va être extrêmement importante. Il faut absolument que celui qui gagnera ces élections soit capable de rassurer. C'est surtout, je pense, la peur de la mondialisation, pas que de la Chine. C'est ça, oui, exactement. Ça ne concerne pas que la Chine, effectivement. À mon avis, il y a un grand problème des médias de nos deux pays. C'est-à-dire, on donne des informations partielles de l'autre. Finalement, ça a donné quelquefois, une impression soit déformée, soit fausse. Par exemple, il y a un très grand écologiste très connu en France. Il a déclaré à BFM TV que les enfants chinois ne savent pas que le ciel est bleu. C'est quand même assez grave. Les enfants chinois ne savent pas. À cause de la pollution. À cause de la pollution. Ils croient que les enfants chinois pensaient que le ciel est gris. C'est pas le bleu. Cette malconnaissance, c'est vraiment incroyable. C'est quand le public pensait que la Chine est polluée à tel point, et surtout dans d'autres dossiers, il y a des dossiers surtout politiques, dossiers économiques, etc. La compréhension ne passe plus. On ne peut plus comprendre la Chine. Et l'ignorance, c'est Rabelais a dit, l'ignorance est la mère de tous les maux. Voilà. Quand on ne comprend pas, quand on ne connaît pas l'autre, on a peur, on dit n'importe quoi sur l'autre. Et dans l'autre sens, il peut y avoir des exemples aussi, des connaissances. Exactement. Donc il faut davantage, je pense que la Chine et la France a quand même fait du travail, par exemple de signer des accords, de mécanismes, des échanges culturels. Il faut attendre, il faut encore du temps peut-être pour les deux côtés. Et en plus, je pense que ça arrive non seulement avec la France, avec d'autres pays aussi, que l'image de la Chine soit mieux expliquée au public concerné. Alors, s'agissant de la relation sino-française, il y a un point que je voulais souligner, c'est qu'il est coutume des deux côtés, quand les dirigeants se rencontrent, d'évoquer le général de Gaulle. Il faut quand même rappeler que l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, à cette époque, a fait un
tonnerre sur la scène internationale et ça a eu des conséquences assez intéressantes. Par exemple, du côté aux États-Unis, par exemple, il a montré l'exemple de faire une relation diplomatique avec la Chine. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui l'héritage du général de Gaulle? Le général de Gaulle, s'il a montré le chemin des relations entre l'Occident et la Chine, c'est parce qu'il connaît bien l'histoire de la Chine, il connaît bien la civilisation chinoise à peu près. Et il a un successeur, un grand successeur, c'est Jacques Chirac. Mais après Jacques Chirac, il n'y a plus de vrais gaullistes. Peut-être on va voir si Fillon peut continuer. Je me rappelle une phrase que du général de Gaulle dit à Nixon. Il a dit tôt ou tard, les États-Unis vont emprunter le même chemin de la France, c'est-à-dire reconnaître diplomatiquement la Chine. Et 7 ans après, Nixon est allé à Pékin. Si Nixon peut aller à Pékin, c'est parce qu'il a compris que sur la scène internationale, la Chine va jouer un rôle déterminant. Aujourd'hui, en France, très peu de gens pensaient que la Chine est une puissance économique, mais jamais ils croient que c'est une puissance politique. Je suis un peu plus nuancé. Je pense que le souvenir de Gaulle en diplomatie, il en reste quelque chose quand même. En France, et il reste le souvenir d'une France qui prenait des initiatives fortes sur le plan international. De Gaulle, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, a vraiment fait pas mal de choses avec les pays africains à qui il avait donné l'indépendance. Il a fait plusieurs voyages en Union soviétique. Il est allé au Canada dire « Vive le Québec libre ». Tout ça, ça a fait quand même... il y a une espèce de nostalgie de cette période-là. Ouais. Pardon ? Donc, je dirais que plutôt, le général de Gaulle, on voit, il a une vision géopolitique, il a reconnu la Chine par des raisons essentiellement géopolitiques. Tout à fait, il pensait qu'il y avait une façon de se démarquer des Américains. Ça comptait beaucoup pour lui. C'est-à-dire un esprit de la diplomatie indépendante. L'indépendance, ça c'est tout à fait l'époque gaulliste. Il en reste quand même quelque chose. C'est un geste, la reconnaissance de la Chine, qui reste à son actif très très fort et donc qui reste dans la mémoire collective en France. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la diplomatie française suit de près de celle de Washington, dans plusieurs dossiers. Ça, oui. Est-ce que ça va continuer avec Trump? Je ne sais pas. Oui. C'était pendant la période, il faut le souligner, Richard a raison, parce que pendant la période de Bush, fils, la France, mais sous la direction de Chirac, était le leader des pays contre la guerre en Irak. Oui. Le discours de Villepin à l'ONU était aussi un tonnerre qui a résonné dans le monde entier. Et j'espère, on va voir si Fillon est un vrai gaulliste ou pas, s'il continue une diplomatie indépendante. S'il est élu. Oui, s'il était élu. Oui, j'ai l'impression que sur ce point peut-être je suis un peu très, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'il sera le prochain président. Auquel cas, effectivement, français, en bonne logique, il sera dans la continuité du gaullisme, mais le gaullisme, ça a pas mal évolué quand même. Bien sûr, la situation internationale a changé. On fait donc, à la fin, on est unanime que la situation internationale a changé et il y a beaucoup d'incertitudes devant nous, mais il y a aussi des opportunités à saisir dans l'avenir. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre émission et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.